Ils s'inscrivent sans doute dans une démarche pédagogique. Le gouvernement du président Patrice Talon entame une tournée ce jeudi. Il s'agira pour les ministres du gouvernement de parcourir monts et vallées pour expliquer les raisons profondes de la vie chère au Bénin et les différentes mesures prises par l'État béninois pour arriver à bout de la flambée des prix sur le marché. Nous en parlons. Et puis, souvenez-vous, en juillet 2021, la République du Bénin, à travers le projet Sénam, devenait le premier pays africain et l'un des rares à l'échelle internationale à émettre des obligations internationales dédiées au financement des objectifs de développement durable pour un montant total de 500 millions d'euros. Ces performances macroéconomiques ne sont pas passées inaperçues au sein des grosses firmes qui récompensent le Bénin du Deal of the Year, la meilleure opération financière de l'année 2022. On discute de tout ceci avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian Hongweji, est notre invité. Bonjour. Bonjour, monsieur Amega. Comment allez-vous? Comme vous le voyez. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est réciproque. Ce plateau devrait être partagé par Dr Paul-Marie Wessou. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Malheureusement, pour l'instant, son siège est encore resté vierge. Mais nous allons démarrer la discussion avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, monsieur Hongweji. Dites-nous, dans quelle démarche s'inscrit le gouvernement? Une reddition de comptes ou une démarche pédagogique? C'est un peu des deux, monsieur Amega. Reddition de comptes parce que on est à la gouvernance et de ce point de vue-là, il s'entend bien que l'on puisse rendre compte à nos populations de ce qu'il se fait. Et c'est ce que le chef de l'État lui-même a entrepris à la fin de son premier quinquennat en parcourant les 77 communes de notre pays pour aller rendre compte aux populations du bilan de son mandat et des défis nouveaux qui se présentaient à nous. Depuis un an que le second quinquennat du président Patrice Talon a commencé, l'occasion s'offre donc d'aller dire aux populations que le travail est en cours. Mais la raison fondamentale, c'est celle que vous avez évoquée. La conjoncture nous donne à vivre cette cherté de la vie qui s'explique par des facteurs exogènes essentiellement. Et il sied d'aller expliquer à nos populations, même si on se doute bien qu'elles comprennent peu ou prou ce qu'il se passe dans le monde, il convient d'aller leur expliquer avec les mots indiqués les causes réelles de la situation que nous vivons. Cela est d'autant plus utile qu'à un moment donné, et cela ne vous aura pas échappé, M. Amega, vous savez que certains d'entre nous ont pu faire croire aux populations que c'est une certaine politique fiscale du gouvernement qui expliquerait la situation qui prévaut aujourd'hui ici. Mais les populations béninoises, comme celles d'ailleurs, observent aujourd'hui que c'est une situation mondiale. Vous allez dans un pays comme la France, pour ne pas la nommer, et vous suivez bien l'actualité, il y a dans certains rayons des produits de première nécessité qui manquent à l'appel. Donc ces choses-là, quoique cela soit vécu au quotidien et que cela se démontre, il faut aller sensibiliser nos populations pour leur expliquer qu'aucunement n'est en cause la politique fiscale du gouvernement ou encore la gouvernance du président Patrice Talon, qui d'ailleurs, et chacun peut le mettre dans la balance, a généré et génère encore des résultats probants. Quand on est un pays qui, en 2020, a fait 6,9 de taux de croissance et qu'à cause de Covid, on plonge à 3,8 de taux de croissance, mais qu'aussitôt la reprise annoncée, on remonte à 7,2 de croissance en 2021, cela montre bien qu'il y a une dynamique qui est en cours, qu'il y a une politique qui produit des résultats, mais hélas, cette avalanche de facteurs exogènes que j'ai évoqués tout à l'heure est de nature à freiner l'élan ou à impacter négativement les résultats et particulièrement la vie au quotidien de nos concitoyens à cause de cette cherté des prix que cela génère. Alors, il y a un certain courant de pensée qui estime qu'on ne devrait forcément pas se fier aux graphiques, aux courbes de la croissance économique pour déterminer le bien-être de la population. Que certes, sur le plan macroéconomique, le Bénin a des résultats, mais dans l'assiette du Béninois, cela ne se fait pas forcément ressentir. Le gouvernement est le premier convaincu de ce que cela seul ne suffit pas. Et si vous vous souvenez, M. Amega, le 16 décembre 2016, à la présentation du PAG, moi j'ai mal le rappeler, le ministre de l'économie et des finances à l'époque déjà indiquait que
quand nous allons atteindre le taux de 7% qui était postulé pour avant la fin du quinquennat 2016-2021, qu'il nous fallait faire en sorte que ce taux de croissance remarquable soit maintenu sur la durée, c'est-à-dire au moins sur 3 ans, pour que les effets palpables se ressentent dans la poche, dans les assiettes des citoyens. Et puis, nous avons effectivement mis en œuvre les réformes qui ont permis d'atteindre ce niveau dès 2019. Et j'ai indiqué tout à l'heure comment en 2020, du fait de Covid-19, nous avons piqué du nez, comme toutes les économies au monde, encore que nous nous en étions tirés à bon compte à 3,8 et que dès 2021, maintenant, nous sommes passés à 7,2. Mais on sait très bien que cela ne suffit pas. Et je viens de vous dire que les facteurs exogènes qui expliquent, par exemple, la cherté de la vie aujourd'hui. On est sorti de Covid, la reprise économique s'annonce, et puis vous avez une inflation formidable sur les facteurs de production, sur la logistique, le transport international, le fret. On en était là quand la guerre en Ukraine survient, avec corrélativement tous les effets que l'on peut observer aujourd'hui. J'ai noté que les spécialistes commencent à indiquer que du fait de cette guerre, la prochaine récolte de blé en Ukraine devrait chuter de 35%. 35%. Cela postule que dans quelques mois en avant, il y aura une forte tension sur le blé à l'international et que les prix vont par conséquent s'en ressentir à la hausse. Et que, par ailleurs encore, peut-être le prix du pain dans certains pays va connaître encore une augmentation. Quand vous avez cette guerre imprévue, de tous les analystes, pratiquement en dehors peut-être de quelques érudits qui pouvaient dire ça va venir. Quand vous avez cette guerre qui survient fin février 2022 et que chacun se dit, bon, de toute façon, ça va durer au pire 2 semaines, mais qui dure depuis bientôt 3 mois. 77 jours. Depuis bientôt 3 mois. Et avec des conséquences au quotidien que l'on peut observer sur l'économie. Cela a l'effet, vous le notez, de déstructurer l'économie, de faire planer une chape d'incertitude sur la vie au quotidien. Quand vous avez ça, vous commencez à réajuster les choses. Et c'est ça qui explique d'ailleurs pourquoi. En dépit des prévisions qu'il a faites, par exemple, dès décembre 2021, pour la revalorisation des salaires dans le public et le SMIC pour le privé, le gouvernement, de façon inattendue, a dû injecter depuis entre février et avril environ 130 milliards de francs CFA pour soutenir le pouvoir d'achat des Béninois. Voilà une dépense qui n'était pas prévue et que si cette somme était restée dans la caisse, elle aurait servi à mettre déjà en œuvre cette revalorisation et sans doute sur d'autres chapitres encore plus intéressants pour des réalisations qui améliorent le vécu de l'ensemble de nos concitoyens. Et puis nous a rejoint entre-temps sur le plateau Dr Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour. Vous êtes théoricien donc de la gouvernance d'État. Vous avez bien voulu accepter de partager ce plateau avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. J'en viens à vous dans un instant. Le temps pour moi de demander à M. Moumbedi comment est-ce qu'on veut expliquer aux producteurs de Karimama, de Malanville, du nord profond de notre pays, que la crise en Ukraine a des impacts sur notre économie ici. Comment veut-on le lui dire pour qu'il puisse toucher du doigt? Mais Chabega, ce n'est pas du tout compliqué. Le producteur de Karimama qui fait de l'oignon ou qui fait du riz, qui fait de l'igname, ou pas loin, celui de Gogourou qui fait du coton, ces producteurs, ils ont pris l'habitude depuis de nombreuses années de voir comment l'action conjuguée de l'État et des acteurs professionnels de l'agriculture a toujours permis, cette action de l'État, de mettre à leur disposition des intrants de qualité et à des coûts compétitifs. Ce producteur, il faut lui dire qu'au jour d'aujourd'hui, les intrants sont à un niveau de cession, le prix de cession à l'international prohibitif. Un prix qui ne permet pas à n'importe quel agriculteur, n'importe quel producteur d'aller s'approvisionner sur le marché. Et factuellement, il sait que le sac de 50 kg de NPK ou d'urée qu'il prenait jusqu'à la saison écoulée, la campagne agricole écoulée, à 12 000 francs CFA, pourrait passer à 28 200, à 35 000, voire beaucoup plus. Dans ces conditions-là, il n'est pas évident qu'il puisse s'approvisionner. Et ce producteur, il a besoin de savoir que le gouvernement de son pays, donc son gouvernement, a été proactif sur le marché, a challengé les acteurs afin que le Bénin se porte très vite sur les marchés internationaux pour aller s'approvisionner à un moment où les prix étaient encore, quoique connaissant cette envolée, dans des proportions plus ou moins acceptables.
Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il aurait dû prendre le sac de 50 kg de NPK ou d'urée à plus de 30 000 francs CFA, grâce à l'action conjuguée du gouvernement et de l'interprofession du secteur coton, par exemple, et des autres secteurs, les intrants, aussi bien pour le vivrier que pour les produits de rente comme le coton, sont mis à disposition pour 14 000 francs CFA le sac de 50 kg, parlant de NPK et de l'urée. Un pays pas loin de nous qui a fait également quelques efforts remarquables, les livre actuellement à 18 000 francs. À 18 000 francs. Mais ailleurs, c'est encore beaucoup plus. Et il y a un pays de la sous-région qui, pour des besoins estimés à 700 000 tonnes, il y a 2 semaines, n'en était qu'à 37 000 tonnes de disponibilité sur son marché. Donc, le producteur de Karimama que vous évoquez, il peut être rassuré de savoir que grâce à cette action, à cette vigilance de son gouvernement, il a de quoi engager une campagne agricole 2022-2023 avec optimisme afin qu'à l'arrivée, nous ayons sur notre marché des produits vivriers disponibles pour la consommation nationale. Très bien. J'en reviens à vous tout à l'heure, monsieur le porte-parole du gouvernement. Le temps pour moi de prendre l'avis du docteur Paul-Marie Ouesso sur cette tournée du gouvernement, des ministres du gouvernement qui démarre demain jeudi. Est-ce que vous jugez cela utile à ce moment précis? Bon, je voudrais d'abord dire bonjour au porte-parole du gouvernement et bonjour à vous-même. Bon, la tournée du gouvernement, je crois que ça nous ramène au début du premier mandat du président Talon, où je crois les ministres étaient sur le terrain et de toute façon le ministre Koupaki était à l'ADA. D'autres ministres aussi étaient dans le pays. C'est vrai que la communication du gouvernement a changé, puisque sous le président Talon, sous le président Yahi, c'était, disons, toutes les semaines qu'on était sur le terrain. Mais depuis que le président Talon a pris le pouvoir, cela a changé. Mais on a eu cette expérience-là du ministre Koupaki, surtout, qui a été confronté à une dame à l'ADA, qui un peu demandait ce qui allait advenir d'elle et de la population, vu la tournure que prenaient les choses déjà. En ce temps-là, il n'y avait pas encore Covid, il n'y avait pas encore de conflit en Ukraine. Et donc, moi, ma question, quand j'étais appelé à parler de ça, ma première question est qu'est-ce que cette dame-là, on pourrait aller lui dire sur le terrain aujourd'hui? Cette dame qui avait espéré que les choses aillent de mieux, et qu'est-ce qu'on pourrait aller lui dire sur le terrain aujourd'hui? Donc, pour moi, c'est que la tournée suscite des questions. D'abord, des questions, c'est-à-dire le porte-parole ici présent communique tous les jours, communique sur plusieurs questions enfin, je ne veux pas dire tous les jours, mais souvent, et puis on a comme l'impression qu'il n'y a rien d'autre, aucun autre son de cloche qui vient contredire ou qui vient tout au moins donner une certaine contradiction quand même à ce qui se dit. Et je me suis demandé, mais d'où vient alors le besoin d'aller encore sur le terrain? Parce que du point de vue communicationnel, j'ai comme l'impression qu'il y a un monopole sur la communication, sur les médias, et qu'il n'y a pas vraiment une contradiction qui se fait. Et qui plus est, je me suis posé une question, comme je vous l'ai dit, c'est une série de questions que je me suis posé. Une autre question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des partis politiques. Les partis politiques étaient supposés, selon l'idée qui a sous-tendu la réforme du système partisan, étaient supposés donc être, disons, d'abord d'envergure nationale, et ensuite de pouvoir relayer, puisque nous avons deux partis qui, disons, sont... qui se réclament de la mouvance présidentielle. Qui se réclament de la mouvance présidentielle, plus actifs que les autres, sur le terrain.
Et à quoi servent ces partis-là, en réalité, qui sont supposés être plus proches des populations et qui sont supposés porter le message du gouvernement, expliquer ce qui se fait et dire ce qui se fait aux populations dans les quartiers, dans les villes. À quoi servent ces partis-là? Et de l'autre côté aussi, à quoi servent les partis politiques de l'opposition? Parce que c'est dommage. Nous en sommes arrivés à un niveau où on a même un chef de file de l'opposition, mais qui se terre dans un silence extraordinaire face à cette situation de cherté de vie, situation face même aux actions du gouvernement. Enfin, je comprends vraiment pas ce qui se passe, et moi, je voudrais comprendre, donc je pose des questions, et je voudrais savoir ce qui se passe au niveau de... Une série de questions à adresser au porte-parole du gouvernement. Si M. Ouessou, pardon, est en attente du son de cloche de l'opposition sur cette situation de la cherté de la vie, combien, à plus forte raison, ne devrait-il pas l'être, autant que les populations béninoises, de ce que le gouvernement apporte comme explication, M. Ouessou? Cela pour vous dire combien il est pertinent de faire l'exercice que nous allons faire. Et puis, quand j'entends M. Ouessou, j'ai le sentiment que le Bénin, c'est la catastrophe. Rien ne marche au Bénin. Non. Mais à la date 2017, parce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on ira dire à cette dame qu'on a rencontrée depuis, c'est 2017, hein? Qu'est-ce qui aurait changé au Bénin? Si Maman Yannick, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, vous avez peut-être oublié son nom, si Maman Yannick est encore à la date, la délégation du ministre d'État, Pascal Koupaki, pourrait lui dire que entre 2017 et maintenant, ces enfants vont à l'école sans rupture, sans avoir la possibilité d'aller se promener dans les rues, comme c'était le cas. Ils lui diront qu'aujourd'hui, si elle a eu des besoins de se faire soigner dans nos centres de santé, elle a dû rencontrer du personnel beaucoup plus disponible qu'avant. Et que personne n'aurait eu l'idée de la renvoyer si, en temps, elle avait contracté une grossesse et qu'elle était en travail, pour lui dire, Maman Yannick, nous sommes en grève, on ne s'occuperait pas de vous. Maman Yannick aurait constaté dans Alada, comme il se voit partout au Bénin, que si ces enfants vont dans une école publique, ils ont un repas chaud au quotidien parce que le gouvernement de son pays est à pied d'œuvre. Maman Yannick aurait remarqué combien, en dépit des coupures que nous observons ces temps-ci et que le ministre de l'Énergie a eu à expliquer, combien l'énergie électrique dans notre pays est de plus en plus disponible. Maman Yannick vous aurait dit qu'elle a désormais accès au microcrédit à la FIA sans avoir besoin de faire les paraboles et d'aller s'aligner au soleil, et qu'aujourd'hui même, elle a la possibilité d'avoir jusqu'à 100 000 francs CFA, ce qui n'était pas le cas avant. Et tout y quanti d'autres réalisations qui impactent la vie au quotidien de nos compatriotes. Donc, Maman Yannick, en gros, vous aurez dit, M. Ouessou, la vie est encore dure au Bénin, hein, comme elle est dure partout. Mais en toute honnêteté, je peux vous dire que j'observe moi-même la dynamique qui est en cours ici et je vois combien les choses s'améliorent dans notre pays, quoique il reste des efforts à faire. Donc ne soyons pas négationnistes de ce qu'il se fait au profit de l'ensemble de nos concitoyens. Et parce que Mme Yannick est une citoyenne honnête, je suis convaincu que si elle revoit le ministre d'État, si elle vous revoyait, voilà à peu près le discours qu'elle vous tiendrait. Très bien. Alors, j'en reviens à vous dans un instant, Dr Paul-Marie Ouessou. Monsieur le porte-parole du gouvernement, on a suivi l'actualité dans la sous-région ouest africaine avec le Sénégal qui vient d'adopter une mesure au profit des populations pour atténuer un peu les effets liés à la cherté de la vie. 80 000 francs qui seront distribués par transfert d'agents mobiles à des populations répertoriées en amont. Dès que le Béninois apprend cette information, il peut commencer par lorgner Dakar et se dit, mais si ça peut se faire à Dakar, ça peut se faire aussi chez moi. Que répondez-vous à un citoyen qui vous adresserait une pareille doléance? Je lui dirais, M. Amega, que nous n'avons même pas attendu Dakar pour faire ça. Le Bénin a été l'un des tout premiers pour atténuer les effets de la COVID-19, l'un des tout premiers déjà, en 2020, à mettre à disposition des transferts monétaires. Le Bénin n'a pas arrêté l'économie. Nous avons fait en sorte, malgré la Covid, et en plein moment d'incertitude, quand le monde ne savait pas encore ce que c'était, ce virus, et comment il fallait le gérer, le Bénin a fait fort de ne pas arrêter son économie. Deuxièmement, le Bénin a mis pour 6 milliards à la disposition des entreprises et des artisans. Et il doit vous souvenir qu'ici, alors que pas très loin d'ici, on a fait des transferts monétaires de 6 200, 6 500 francs sur 2 semaines, ici,
Ceux qui avaient le moins obtenu, c'était même des apprentis topa-topa, et qui s'en étaient tirés avec 45 000, 90 000 francs parfois. On n'a pas attendu cela. Et puis depuis décembre 2021, une deuxième vague de soutien aux entreprises, formelles et informelles, y compris aux employés des entreprises formelles. Cette deuxième vague est en cours pour environ 20 milliards de francs CFA, ce qui impacte des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises. Et donc, vous voyez, et maintenant, ce programme dont vous parlez, il appartiendra au gouvernement du Sénégal de vous expliquer. Je sais très bien le mécanisme, comment ça a été monté avec la Banque mondiale, mais je peux vous dire qu'il y a plein d'autres pays, dont le Bénin, qui travaillent également parce que dans le pipe, il y a des projets du genre. Donc, nous n'avons pas attendu le Sénégal, et si demain nous avons la possibilité d'aller encore plus loin que ce qui se fait déjà, nous le ferons avec beaucoup d'enthousiasme. Et que répondez-vous à ceux qui estiment aujourd'hui que dans le contexte actuel que nous traversons, la morosité économique, les plaintes, les récriminations, que les ministres aillent sur le terrain, ce qui amène à dépenser de l'argent, des frais de mission à gauche et à droite, ce qui voudra dire qu'on va encore puiser de l'argent pour opérationnaliser cette mission des ministres du gouvernement, ou ces missions des ministres du gouvernement, et que ce serait un peu de l'argent jeté par la fenêtre? Non, il ne s'agit pas de jeter de l'argent. Quand vous regardez le gain que le gouvernement escompte, c'est-à-dire avoir une population qui comprend correctement la situation aujourd'hui, les enjeux du moment, et qui, au sortir de ces explications, part avec beaucoup plus d'optimisme, se dit, c'est dur actuellement, très dur, mais la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Nous sommes un peuple travailleur, nous continuons à travailler pour surmonter ces difficultés, y compris celles qui ne dépendent pas de nous. Et dans le contexte actuel, on peut observer que les effets issus de la COVID-19, comme ceux liés à la guerre en Ukraine, ne sont pas du fait du gouvernement béninois, mais que nos populations voient que le gouvernement est debout à leur côté, en train d'œuvrer à améliorer le vécu quotidien, qu'elles repartent satisfaites, ou en tout cas plus optimiste pour l'avenir. Ce que cela représente pour une nation, pour un pays, c'est ineffable. Et donc le gain, il est là. Maintenant, je peux vous assurer d'une chose. Le chef de l'État et le gouvernement ont veillé à ce que l'impact financier de cette tournée soit le plus modique possible. Il n'y a pas d'excès, et contrairement à ce que disait M. Wessou tout à l'heure, si on veut être honnête, grandeur nature, c'est la première fois en 6 ans que le gouvernement du président Patrice Talon se déploie ainsi sur le terrain. Ce qu'il a évoqué au début de 2017, il y avait une actualité particulière et on n'a pas vu tous les ministres aller sur le terrain. Donc c'est la première fois. Vous savez très bien que ce gouvernement, il se distingue par sa rationalité, son sens de la gestion des biens publics. Et donc il n'y aura pas de gaspillage à l'occasion. Très bien. Alors, docteur Paul-Marie Wessou, que peut-on aller dire aux populations aujourd'hui pour les rassurer? Parce que l'amour est de plus en plus prononcé. Oui, et je voudrais d'abord dire que, enfin, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui se fait dans le pays. À la bonne heure. Je n'ai pas aussi dit que c'est la catastrophe dans le pays. On a le sentiment quand on vous écoute. Non, du tout. C'est peut-être un sentiment. mais il y a des réalités sur le terrain qu'on ne peut pas nier. Et ces réalités, vous avez dit tout ce que Maman Yannick pouvait me dire par rapport à elle-même, pas ce que les ministres iront lui dire après ce laps de temps qui a coulé entre le moment où elle avait parlé au ministre d'État entre-temps et maintenant le moment où les ministres vont à sa rencontre. Mais le problème est celui-ci. Je parlais de la communication politique à cette particularité que lorsque ce qui fait la force de l'argument que vous utilisez, c'est qu'il y a la force de l'argument de l'autre qui contredit ce que vous dites et qui fait que l'on peut voir face à ce que vous dites et face à la réalité la force de vos arguments. Mais le problème que je pose, et c'est pour cela que j'ai évoqué les partis politiques, j'ai évoqué les partis d'ailleurs même de la mouvance et plus de l'opposition. Moi, je ne prends aucun parti, moi je suis un citoyen, un simple citoyen, mais quelqu'un qui est intéressé par la question de la gouvernance. Et donc, je me dis, le fait est là
que même les partis d'opposition qui sont supposés porter une voix contradictoire à ce que nous entendons du gouvernement, puisque, comme je l'ai dit, le porte-parole communique toutes les semaines, tout au moins, sur ces questions. Il y a eu des explications à la télé sur comment la situation que nous vivons est arrivée et ce que fait le gouvernement pour juguler. Et il faut saluer les efforts, puisque si ma mémoire me sert bien, il a été question de 80 milliards, plus de 80 milliards, disons, injectés pour juguler la crise. Plus une cinquantaine pour le monde agricole. Voilà. Et ce qui est un effort. Et ce que nous avons entendu. Mais il ne s'agit pas pour moi de dire que ce qui se fait est mauvais, mais il s'agit pour moi de me demander, mais pourquoi on n'entend pas la voix de ceux qui ont la charge constitutionnelle d'animer la vie politique de notre pays, de nous parler de ces questions qui touchent la vie de tout le monde le jour. Et de dire que Maman Yannick va citer tout ce que le porte-parole a dit. Et que vous pouvez certifier. Que je peux certifier, bien sûr. Bien sûr, qu'on donne à manger aux enfants à l'école. Bien sûr qu'on donne, bien sûr que les hôpitaux sont mieux gérés aujourd'hui. Bien sûr que les routes, il y a des routes dans les villes aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses, mais le problème est celui-ci, c'est que Maman Yannick se réveille et voit que chaque jour, son pouvoir d'achat est en train de s'effriter. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette activité. Et à l'occasion, vous permettez, vous êtes à Alada, Maman Yannick. À Alada, si vous avez 200 moulins dans toute la commune, il y en a assurément 180, 190 qui fonctionnent au gasoil. Maman Yannick, si elle va à cette séance, parce que rassurez-vous, à cette séance-là, il ne s'agit pas pour le gouvernement d'aller s'expliquer et partir. Et les gens vont poser des questions, ils vont réagir et on va apporter des clarifications. Maman Yannick comprendra que si les moulins où elle envoie son maïs devraient s'approvisionner au prix coûtant du gasoil, ils achèteraient le litre de gasoil aujourd'hui à minima à 1100 francs CFA le litre. 1100 francs CFA. Mais que grâce à l'action du gouvernement et grâce aux subventions massives qu'il apporte sur les hydrocarbures, on était à 5 milliards avant la guerre en Ukraine. Depuis que cette guerre a commencé, nous sommes à 11-12 milliards par mois de subventions sur les hydrocarbures. Maman Yannick comprendrait que grâce à cela, le prix du gasoil peut encore être de 668 francs ou de 700 francs et poussière au Bénin, ce qui fait que le produit, il arrive quand même sur notre marché et que son maïs peut aller au moulin. Mais que s'il était à 1100 francs, 1500 ou 2000 francs, on n'aurait peut-être pas de disponibilité sur le marché parce que nos importateurs n'arriveraient pas à s'approvisionner et que par ailleurs, les moulins n'en auraient même pas et qu'elle n'aurait pas possibilité de moudre son maïs pour faire la pâte à sa famille. Ce sont les réalités et c'est tout ça qui justifie la démarche que nous menons, M. Ouessou. Et après, votre préoccupation sur les partis politiques, ça n'est pas mon propos ici. Je porte la parole du gouvernement et pas des partis. Vous verrez les partis politiques de la mouvance et de l'opposition et vous leur ferez votre reproche. Ils en tiendront compte pour se déployer sur le terrain. Oui. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. C'est cette esquive par rapport à la question des partis politiques qui me surprend parce que c'est vrai, vous parlez des partis. Non, c'est vrai, vous parlez ce que dit M. Ouessou m'amène justement à demander au porte-parole du gouvernement, est-ce que cette activité n'aurait pas dû être dévolue aux députés, par exemple, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est composée de 83 députés qui sont acquis à la cause du gouvernement d'une façon ou d'une autre, et donc étant plus proche des populations, puisqu'étant des élus des circonscriptions électorales, donc tributaires de certaines zones géographiques, pourront beaucoup plus parler à des personnes qu'ils ont côtoyées ou qu'ils côtoient au quotidien, et que leur voix serait plus audible que celle des ministres du gouvernement. Mais vous savez très bien, M. Amega, qu'il s'agit d'abord d'une question qui concerne le gouvernement, parce que l'administration du pays au quotidien, c'est le fait du gouvernement. Donc, c'est une initiative gouvernementale d'aller expliquer aux populations. Mais le gouvernement réfléchit au moins autant que vous, M. Amega, parce que nous savons très bien qu'il y a des acteurs sur le terrain. Chaque fois que les ministres seront dans une commune, le maire et ses conseillers, les députés issus de la circonscription électorale à laquelle appartient la commune
ils seront tous là. Les acteurs locaux du développement, associations de développement, associations de femmes, de jeunes, de sages, ainsi de suite, ou parfois des corps constitués même. Et après, maintenant, quand le gouvernement aura fait ça, si les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement veulent embrayer sur cela pour aller au contact de leur population, libre à eux de le faire. Dans tous les cas, le gouvernement s'acquitterait d'abord de sa responsabilité d'aller dire aux populations ce qu'il se passe, de leur expliquer les actions qu'ils mènent pour apporter un soutien remarquable au pouvoir d'achat et donc faciliter la vie dans ce contexte difficile. Et après, les partis, ils peuvent décider dans leur cercle d'aller sur le terrain également au soutien du gouvernement ou bien pour critiquer les mesures du gouvernement. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, cette activité que vous organisez avec les ministres, justement, ceux que vous allez rencontrer se retrouvent également sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. Ce sont ces mêmes populations qui nous ont donné leurs différents avis, ce qu'ils attendent de cette tournée gouvernementale. Stanislas Oussa-Linkmon a fait pour nous le tour des réseaux sociaux, des canaux digitaux de l'ORTB pour recueillir leurs différentes préoccupations, leurs différentes observations aux besoins et leurs différentes contributions pour que cette tournée gouvernementale puisse être menée à bien. Bonjour Stanislas. Bonjour Rodrigue Herman Amenga, bonjour à chacun et à tous. Que dit l'homme d'Internet de la question du jour, puisque nous leur avons adressé la question du jour? Qu'attendez-vous de cette tournée des ministres du gouvernement qui démarre ce jeudi, juste et simple comme préoccupation? Absolument, et beaucoup de réactions, hein, mais les avis sont partagés. Il y a certains qui estiment que cette tournée est inopportune, mais pour d'autres, c'est une occasion en or à saisir afin d'aborder avec les autorités gouvernementales des préoccupations qu'ils auraient abordées directement avec les dirigeants. Allez, on va découvrir quelques avis que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Oui, et la première réaction nous vient tout droit de notre page Facebook. Honoré Adjala dit ne trouver personnellement aucune importance à cette tournée. Le chef de l'État et le porte-parole du gouvernement disent qu'il n'y a pas assez d'argent pour augmenter le salaire des travailleurs, mais on a trouvé d'argent pour organiser une tournée gouvernementale où les acteurs seront encore payés à des millions de francs CFA, estime Honoré Adjala. Pour Festus Koulodji, cette sortie ne résoudra pas le problème dont souffrent actuellement les Béninois. Les Béninois ont faim. La question qu'il faut se poser est simplement celle-ci. Est-ce qu'après la sortie du gouvernement, l'huile d'arachide coûtera 600 francs CFA? Un avis que ne partage pas Toby Arossinou qui recadre le débat et clarifie. C'est une bonne initiative engagée par le gouvernement. Elle permettra d'aborder avec la délégation gouvernementale d'autres préoccupations, d'autres difficultés auxquelles les Béninois sont confrontés sur le territoire. Vivement que la population les accueille pour une discussion fiable entre gouvernement et population. Effectivement, nous voulons à travers cette tournée comprendre, affirme Edson Mario Mouyeme, le véritable problème qui fait que les produits augmentent de prix du jour au lendemain. Qu'on laisse de côté la guerre de l'Ukraine et qu'on nous serve la vraie version. Nous avons remarqué la flambée du prix des produits de première nécessité bien avant cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, souligne Edson Mario Mouyeme. Merci beaucoup Stanislas. Je vous en prie. À très bientôt. Et on revient en plateau ici. Justement, le porte-parole a certainement des réponses pour des préoccupations et surtout celle de l'internaute qui dit est-ce qu'après cette tournée du gouvernement, l'huile d'arachide va revenir à 600 francs? Déjà, M. Amega, vous savez que ce gouvernement, il s'emploie à apporter les réponses partout où il faut. Et pour nos amis internautes, nous avons beaucoup de respect pour eux. C'est quand même nous qui avons initié la session d'échange Ask Gouv Bénin entre les autorités et les citoyens. C'est encore nous qui avons initié la session d'échange, rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement, qui périodiquement se tient et permet de prendre toutes sortes de questions ou des thématiques, ou alors des questions totalement ouvertes et de répondre aux concitoyens. Donc, nos amis internautes, ils savent très bien combien nous interagissons avec eux dans le respect et la convivialité. C'est normal que les positions soient divergentes. Nous sommes en démocratie. Après, est-ce qu'au sortir de ces séances de sensibilisation, l'huile va coûter moins cher? Est-ce que les pâtes ou le riz vont coûter moins cher? Ce que je peux lui dire avec certitude, c'est qu'au sortir de cette séance, et tant que le besoin se fait sentir, les mesures d'accompagnement du gouvernement seront d'actualité. Et s'il faut aller plus loin demain, en termes de mesures, le gouvernement n'en ferait pas l'économie. Très bien.
Docteur Paul Mariwessou, est-ce que vous serez candidat, je vais dire, à cette séance de sensibilisation entre le gouvernement et les populations? Est-ce que volontiers, bien volontiers, vous asseyerez dans une salle pour écouter les membres du gouvernement? Si ça venait dans votre région? Dans votre arrondissement? Mon arrondissement, oui, bien sûr. Ça fait Calavi. Je ne sais pas si ça va passer. Calavi, c'est demain matin. Ah, demain matin. Déjà. Ah, demain matin. Malheureusement, mercredi, demain matin, c'est jeudi. Oui, jeudi, j'ai pas grand-chose. Je pourrais y participer. Mais ce qui est... Quelle aurait été votre question au ministre qui serait alors mandaté à vous expliquer? Non. Elle serait simple. En dehors des mesures qui sont prises maintenant, que nous voyons pour atténuer la situation, et qui sont des mesures conjoncturelles, quelles sont les mesures que nous prenons à long terme pour que, dans des crises pareilles, nous puissions tenir mieux que maintenant? Vous voulez qu'on lui réponde en même temps? Allez-y. Mais je le dirais, monsieur Sou, c'est facile ça. Si ce n'est que ça, parce qu'à la vérité, est-ce que le gouvernement du Bénin aura attendu cette crise pour prendre des mesures de construction d'une économie résiliente, d'un pays de plus en plus costaud? On peut se passer des agrégats macroéconomiques avec les taux de croissance, mais regardez rien que dans le domaine agricole. La politique du gouvernement depuis 2016, et c'est connu désormais, nous a permis de faire un bond spectaculaire pour être depuis 2018 le premier ou le deuxième producteur de vivrier dans l'espace UEMOA. Tenez, nous sommes passés pour le riz d'environ 200 000 tonnes à plus de 400 000 tonnes. Je ne parle pas de coton où on est passé de moins de 200 000 tonnes à plus de 700 000 tonnes. Vous pouvez prendre toutes les autres spéculations et vous verrez combien la production fait des bons qualitatifs. C'est tout cela qui fait que, malgré la pression que les autres exercent sur notre disponibilité en vivrier, il en reste encore pour nous, même si cela coûte plus cher, hélas, parce qu'il en sort une bonne partie. Mais nous avons commencé, depuis que nous avons observé cela, à prendre des mesures pour faire en sorte qu'il reste chez nous l'essentiel de notre production, afin que plus il y a de la disponibilité sur le marché national, moins les prix grimpent. Le gouvernement fait ça. Cela est structurel, il n'est pas conjoncturel. Et puis, les mesures, les réformes, les mesures d'assainissement que l'on a prises pour bâtir, encore une fois, une économie résiliente, engager la transformation structurelle de l'économie, c'est forcément du structurel, comme la dénomination l'indique, et pour impacter à terme la vie de l'ensemble de nos concitoyens. Les efforts que nous faisons, et vous avez évoqué quelques-uns tout à l'heure, au plan du cadre de vie, de la santé, de l'éducation, c'est pourquoi ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel, c'est bâtir justement un pays où il fait de mieux en mieux bon vivre. Bien évidemment, le gouvernement et son chef savent très bien que ce sont des efforts qui doivent être soutenus sur la durée et que l'espace d'un mandat ou de 2 mandats, cela ne suffira jamais à régler tous les problèmes. Mais ils sont debout, engagés, déterminés à continuer leurs efforts pour aller dans le bon sens que les populations attendent. Et je crois qu'elles nous le rendent bien parce que elles commencent à comprendre et contribuent elles-mêmes, nos populations, de plus en plus à la mobilisation des ressources qui permettent de mettre en œuvre ces politiques. Et c'est plutôt un bon indicateur de ce qu'elles sont satisfaites globalement et accompagnent les efforts du gouvernement à leur côté. Vous avez d'autres préoccupations? Oui, bien sûr, rebondir sur cela. Allez-y. Parce que, oui, vous voyez, le porte-parole a parlé du bon et quantitatif, je crois, en matière de production de vivriers dans notre pays. Mais en réalité, le problème est celui-ci. Vous voyez, et c'est une question d'offre et de demande. L'augmentation des prix des produits vivriers ne s'est pas observée à partir du moment où nous avons eu la Covid-19 et puis après la guerre de l'Ukraine. Je me rappelle que déjà, il y a quelques mois, le porte-parole s'employait à expliquer comment la pluviométrie a joué sur la productivité. Et que donc, pluviométrie assez volatile. Oui, et que donc, il y avait une certaine pénurie qui créait déjà une hausse des prix dans le temps. Alors,
ce qu'il y a comme problème, enfin, ce que moi, la raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est que le bond qu'on peut observer, c'est-à-dire le nombre qui s'ajoute par rapport à ce qui existait, c'est une bonne chose. Mais en termes de ratio offre-demande, est-ce que ça permet de dire que le produit est suffisamment présent et qu'aujourd'hui, cette présence joue sur les prix, de sorte que nous avons une baisse qui est due. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Vous voyez, entre 2016 et 2020, et je vous mettrai au défi de dire le contraire. Vous allez sur nos marchés, si vous pratiquez les mêmes marchés que nous, et je suppose que c'est le cas, votre femme vous aurait dit qu'entre 2016 et 2020, les prix de nos spéculations sur nos marchés sont restés pratiquement inchangés. Pratiquement inchangés. Il y a eu parfois de légères variations, mais les prix n'ont pas connu cette flambée. À partir de 2020, effectivement, on a connu cette situation. Et à l'époque, j'ai pu expliquer, effectivement, dans un premier temps, en invoquant la mauvaise pluviométrie, ce qui scientifiquement est prouvé. Et ensuite, il y a eu maintenant les effets de Covid que l'on ne percevait pas encore, qui ont agi sur le niveau de prix. Mais quand nous faisons 1,5 million, 1,6 million tonnes de maïs, alors même que les besoins nationaux sont largement en deçà, le produit, il est disponible sur le marché. Quand nous faisons du gari, que nous pouvons prendre ici encore à 400 ou même plus, mais que le Nigeria peut venir chercher à 600, 700 francs, le producteur de gari, il est plus porté à céder au Nigérian parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent. Le Nigérian qui vient lui payer 600, 700 francs ici, il sait que quand il rentre chez lui, il revend ce même gari à 800, 900, 1000 francs. Alors que s'il est ici, on l'achèterait beaucoup plus cher. Ça, ce sont des facteurs qui expliquent la pression que nous avons. Lorsque vous avez des pays au nord du Bénin, où, du fait de la conjoncture sécuritaire, par exemple, des pans entiers du territoire sont indisponibles pour l'agriculture et qu'à l'arrivée, ils ont des déficits céréaliers, ils viennent chercher là où il y en a. Et ces pays exercent également une certaine pression chez nous. C'est ça qui fait que, en dépit des belles performances de notre agriculture, le produit qui existe chez nous fait l'objet de cette pression de la part des demandeurs autres que béninois. Et cela joue également sur les niveaux de prix parce que si vous avez 100 sur le marché national et que l'étranger vient chercher 50 ou 60, il n'en reste que 40. Les 40 qui restent, la question et c'est celle qu'il faut se poser, est-ce que les 40 permettent de satisfaire les besoins de tous les nationaux? Autrement, il y a une telle pression que les prix des 40 restants peuvent augmenter. Et c'est pour ça justement qu'à un moment donné, le gouvernement a interdit les sorties incontrôlées de nos vivriers et que par la suite, il a commencé à frapper au portefeuille de ceux qui viennent chercher ces produits. Donc vous voyez, le gouvernement, il est dans l'action, il est proactif et il travaille à apporter les réponses les plus efficaces possibles aux situations que nous rencontrons. Et nous revenons là, excusez-moi de le dire, nous revenons là à la question de... Donc la disponibilité ne se pose pas, c'est ça que je viens de vous démontrer. Nous travaillons à ce qu'il y en ait. Et c'est pour ça que je dis de ne pas faire d'amalgame. Oui, non, en fait, il n'y a pas d'amalgame jusque-là. Je suis rassuré. Oui, ok. Mais ce qui est à observer, c'est que à partir du moment où vous avez dit ça, on peut se poser la question toujours de l'action structurelle. Parce que, vous voyez, la pression qu'exerce le Nigeria sur la production du Bénin, la pression qu'exerce le Niger, ou peut-être le Burkina ou le Mali sur la production du Bénin, c'est une opportunité. Bien sûr, on n'a pas encore dit le contraire. Oui, bien sûr. Donc, donc, ça ne doit pas être utilisé comme une explication pour les problèmes. Non, attention, là, vous réglez le problème à moitié. C'est une opportunité, mais c'est en même temps une menace. Bien sûr. Et c'est pour cela que, à l'occasion de ces séances, il va s'agir aussi de sensibiliser nos producteurs sur la nécessité que, oui, le gouvernement veut que vous gagnez beaucoup d'argent. Et nous l'avons professé, que nos agriculteurs s'enrichissent de plus en plus. Mais cela ne doit pas être au détriment de la consommation nationale. Si vous faites en sorte que tous les Béninois meurent de faim, il vous restera qui ici? Vous allez produire, des étrangers viendront s'installer pour prendre. Donc vous produisez, oui, pour le marché national, mais aussi pour vous faire de l'argent en vendant le surplus à d'autres. Tout ça, c'est un package global qu'il faut tenir en compte. Il faut prendre en compte
intérêts nationaux, mais aussi, oui, possibilité pour nos producteurs d'avoir de la plus-value sur leur production, mais pas au détriment de la consommation nationale. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Nous allons scruter de très près, évidemment, cette tournée des ministres du gouvernement. Pourquoi pas relayer cette actualité au quotidien. Mais avant de vous laisser partir, bien évidemment, on veut bien recueillir votre avis sur cette distinction reçue par le Bénin. Le Bénin qui a donc reçu le prix de la meilleure opération financière de l'année 2022, Deal of the Year, de la revue donc Binken, publication du groupe Financial Times, une prestigieuse revue d'affaires financières internationale. De l'avis de certaines personnes, pas forcément économistes, c'est que le Bénin s'endette dangereusement et qu'on se fait récompenser en plus et qu'ils doivent donc avoir un contraste. D'abord, nous prenons acte de cette distinction avec modestie et nous comprenons que cela nous demande de continuer à travailler pour les mériter davantage. Le Bénin ne s'endette pas de façon drastique. Et d'abord, basiquement, il faut poser les problèmes en termes simples. Quand on parle de dette, la vraie question, c'est plus à quoi sert la dette que pourquoi on s'endette. À quoi sert la dette? Si la dette est bonne, c'est-à-dire si elle permet de faire des investissements qui génèrent de la meilleure qualité de vie, qui structurent l'économie, qui portent des résultats, plutôt que prendre la dette pour aller manger. Or, qu'est-ce que nous faisons depuis 2016? Nous avons démultiplié les investissements dans notre pays, aussi bien sur les ressources nationales que sur les prêts que nous faisons. Donc, le Bénin s'endette aujourd'hui pour construire son développement, construire un cadre de vie agréable pour l'ensemble des populations. Et dans la sous-région, vous avez entendu récemment le ministre d'État, le ministre de l'Économie et des Finances, vous le dire, en termes de ratio, le taux d'endettement du Bénin se situe aujourd'hui autour de 50% de son PIB, alors même que les normes communautaires nous autorisent à aller jusqu'à 70%. Le Bénin n'est pas surendetté. Le Bénin ne s'endette pas pour le plaisir de s'endetter. Et quand nous prenons de la dette, c'est parce que nous avons un point d'application, des investissements à faire pour améliorer. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure justement, nous avons été l'un des rares pays à faire cet emprunt pour les ODD, c'est-à-dire des réalisations d'ordre social qui améliorent le quotidien de nos populations, amener l'eau potable partout, l'énergie et autres. C'est au profit des populations. Il ne s'agit donc pas d'endettement, par exemple, pour aller payer des salaires ou des primes aux agents de l'État ou aux politiciens. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'en reviens, si vous permettez bien, à un moment, Yannick. Comment est-ce que vous voulez lui expliquer ce prix que le Bénin vient de recevoir? Non, on ne s'attardera même pas là-dessus. Je vous ai dit que nous prenons acte avec modestie. Après, nous savons qu'il y a encore des efforts à faire au quotidien et tous les jours pour que nos populations vivent mieux. Donc, pas besoin d'aller dire, Yannick, que nous avons reçu une distinction pour ça. Non, nous allons dire, Yannick, que l'argent que nous prenons là, c'est pour faire en sorte que dans 5 ans, il y ait de l'eau potable dans ta maison s'il n'y en a pas encore, parce que nous aurons construit un système d'adduction d'eau potable multivillage dans votre arrondissement, ou en tout cas plusieurs dans la commune d'Alada, qui ferait que, avec les fermiers qui auront à charge ces systèmes, il y ait des amenées d'eau dans les maisons, quoique nous soyons en campagne et non en ville. Est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir là, modestement, oui, on prend avec beaucoup de modestie, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une culture du chiffre? On est plus dans les résultats macroéconomiques. Absolument. La presse, je crois, qui a annoncé ce prix, je crois qu'on est plus dans les chiffres aujourd'hui. On n'est plus dans le narratif. Le porte-parole a été journaliste et puis il sait de quoi je parle. Quand on est dans le narratif, c'est la réflexion, c'est un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, tout le temps, on nous annonce premier de ceci, premier de ça. Et moi, j'ai été surpris par l'article. Franchement, j'ai été surpris par cela. Non pas parce que je ne pense pas que le Bénin mérite prix et autres, mais j'ai été surpris par la qualité de la rédaction de cet article publié dans La Nation. Je me suis, si ma mémoire me sert bien, et j'ai été surpris par la qualité parce que, dans un premier temps, un article de presse sert d'abord à expliquer. Mais ce que j'ai remarqué sur cet article, c'est que on
On a voulu donc nous dire simplement, écoutez, vous voyez, c'est un journal de Londres, affilié à Times, Financial Times, qui annonce cela. Le Bénin a été... et puis bon, une fois que ça a été annoncé comme cela, c'est quoi l'eurobond d'abord? Pour moi, citoyen simple, je veux savoir, c'est quoi l'eurobond? Et pourquoi le Bénin va donc sur ce marché pour prendre de l'argent? Ok. Et ensuite. Et pourquoi c'est si difficile aussi de lever des fonds sur ce marché? Voilà, sur ce marché. Donc, quand on réussit, il faut tirer une fière chandelle à ceux qui réussissent. Oui, je voudrais bien qu'on tire une fière chandelle. Je voudrais bien qu'on tire une fière chandelle à ceux qui. On veut savoir les implications. Mais le problème est que les chiffres. D'abord, je dis, j'ai été surpris parce que on est encore en mai, quoi. On n'est pas encore en juin. Hein. Oui, mais si Monsieur Ouessou. Et dernièrement, vous avez entendu, il y a quelques jours seulement, le 3 mai, vous avez entendu le classement Reporters sans frontières, non? Oui. Pour l'année 2022. On est en mai, non? Oui. Ouais, il y a des critères que ces gens-là utilisent. Donc, s'ils sortent leur classement en début d'année ou leur premier début d'année, mais qu'ils considèrent que c'est pour l'année 2022, et quand vous avez vu le classement de Reporters sans frontières, je suis convaincu que vous vous êtes gaussé un peu de cela. Moi, j'ai eu l'occasion de dire que le gouvernement prenait acte de ce classement et qu'il va continuer à faire les efforts. Autant qu'avec modestie, je viens de vous dire que nous prenons acte. Mais je suis convaincu qu'en voyant ce classement, vous nous auriez tapé dessus en disant c'est ceux qui font que le Bénin recule dans le classement de Reporters sans frontières. Si vous le faites, à contrario, vous devez pouvoir également saluer ce genre de classement et dire que continuez vos efforts dans ce sens. Alors, monsieur le porte-parole vous permettez, monsieur Ouessou, et vous permettrez cette petite extrapolation, cette lucarne. Vous devriez partir, monsieur le porte-parole, ce sera pour moi la dernière question. Quel avis aurait porté Wilfried Onwedi, le journaliste, sur ce classement de Reporters sans frontières? Mais comme j'ai pu le dire, et d'abord, certains amis de la presse cherchent souvent à opposer le journaliste au porte-parole, au communicant aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes rôles. Deuxièmement, moi je vous renvoie au communiqué du SINAPROMEB entre 2007 et 2010. J'étais secrétaire général national du syndicat national des professionnels des médias du Bénin. Et chaque fois qu'il y a eu un classement ou chaque fois qu'il y a eu une situation dans laquelle un professionnel des médias était en cause, vous relisez ces communiqués et vous verrez déjà qu'à l'époque, il y avait une démarche qui nous distinguait des autres. On mettait en évidence nos faiblesses. On disait ce qu'il fallait nous reprocher à nous-mêmes avant d'interpeller les pouvoirs publics. Vous retrouvez ces communiqués, vous les amenez et nous ferons le débat. Vous verrez qu'il n'y a pas eu l'ombre d'une variation de la personnalité de celui que vous avez en face de vous. Il est simple journaliste, responsable de syndicat. Il commençait déjà à dire les insuffisances de sa corporation avant d'inviter les pouvoirs publics à jouer leur partition. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons acte de ces classements. Il ne nous appartient pas de les contester ou de les remettre en cause. Nous ne sommes pas au laboratoire où cela s'est fait. Quelles que soient les récriminations, quels que soient les griefs que l'on porterait à ces classements, ils ne changeraient pas. À quoi bon dépenser alors des fortunes d'énergie ou des vertus d'explication pour dire ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas? La seule démarche, c'est de prendre acte et c'est de continuer à faire les efforts que nous faisons pour améliorer la situation parce que nous savons qu'elle est difficile. Merci beaucoup, M. Wilfried Onwedi. Merci franchement d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. On sait qu'aujourd'hui, c'est mercredi, vous devriez être en Conseil des ministres. Vous quittez ici, vous allez donc aller en Conseil des ministres. C'est une journée qui s'annonce dure et longue pour vous, mais vous avez quand même tenu à venir nous donner quelques explications et à répondre aussi aux préoccupations du Dr Paul-Marie Ouessou. Ce fut vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci également à vous, Dr Paul-Marie Ouessou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour d'autres plateaux. Merci.